bientôt de démarrer. Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire des salariés qui savent lire, écrire, compter et maîtriser l'outil numérique, un levier de performance pour les entreprises. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Ce webinaire est enregistré, donc pour des raisons techniques, je vous demanderai de couper vos micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence lors de ce webinaire, et puis de communiquer vers le chat. On a une fenêtre de chat qui vous permettra de poser toutes vos questions. Nous allons également ouvrir une foire aux questions pour répondre à l'ensemble de vos questions qui vous sera transmis à l'issue de ce webinaire. Le support vous sera bien entendu envoyé à l'issue du webinaire. Voilà pour le déroulé. Donc, pour introduire ce webinaire, nous accueillons Arnaud Benoît de la sous-préfecture de Mayenne et puis Marie-Bérangère Laporte, directrice de l'orientation, de l'animation territoriale, de l'insertion professionnelle de la région Pays de la Loire. Je laisse la parole à Monsieur Benoît. Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire consacré en effet euh, un peu à finalement à l'illettrisme de certains salariés au sein des entreprises. On a eu d'ailleurs un peu de mal à trouver le titre parce que c'était pas évident, des salariés qui savent lire et écrire, compter, maîtriser l'outil numérique, un levier de performance pour les entreprises. Malheureusement, on est obligé de se poser ces questions aujourd'hui. C'était peut-être pas le cas il y a quelques années, mais on parle bien de salariés qui ne sont pas des salariés étrangers, hein, mais des salariés qui sont français, qui sont sur le territoire depuis plusieurs années, mais qui ne maîtrisent pas en effet la langue correctement. Et ça pose quand même de vrais problèmes aux entreprises, notamment sur quand même certains types d'emplois un peu qualifiés. On a eu l'occasion d'ailleurs d'en discuter régulièrement avec des entreprises comme Rapido ou d'autres qui ont quand même des savoir-faire techniques, des notices à lire, des savoir compter également, bien évidemment, enfin avoir une maîtrise à minima de rudiments de mathématiques. Et donc, c'est un vrai sujet. Donc, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de vous faire un état des lieux de cette problématique, qui est quand même pas négligeable hein, en termes de pourcentage de salariés qui ne maîtrisent pas forcément la langue dans nos entreprises, et aussi des solutions qu'on peut vous proposer pour vous aider à, à améliorer le niveau de certains salariés au sein de vos structures. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite un bon séminaire. Merci, Monsieur le sous-préfet. Je passe la parole à Madame Laporte. Votre micro est coupé. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je salue également cette initiative, hein, l'organisation de ce séminaire, l'illettrisme et puis l'une de ses conséquences, l'électronisme, est une source importante d'exclusion pour les personnes et également un frein pour le développement économique et social des organisations et notamment des entreprises. Donc, je remercie aussi les entreprises qui vont témoigner aujourd'hui de leur expérience, les partenaires qui se mobilisent pour lutter contre ce fléau, et notamment l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, le CARIFOREF et les opérateurs des compétences. Et je vous invite également, si vous souhaitez approfondir le sujet, à vous référer aux travaux du Césaire des Pays de la Loire de 2021 sur l'électronisme qui reste d'actualité. Je tiens à souligner que le taux de chômage de la Mayenne est assez faible, on est en dessous des 5%. Cela veut donc bien dire que vous êtes tous en entreprise concernés par à peu près 5% de salariés qui rencontrent ces difficultés. C'est donc extrêmement important. Et puis également, les zones rurales sont majoritairement touchées. Vous dire aussi que la région des Pays de la Loire se tient à vos côtés en finançant des dispositifs de formation aux savoirs de base, donc en français et en mathématiques, et puis aux compétences clés à destination des demandeurs d'emploi. C'est par exemple parler en public, communiquer en équipe, gérer ses priorités, tous ces savoir-faire qui sont indispensables pour pouvoir remplir correctement ces missions. Et puis la région permet également l'accès à ces formations aux salariés par le biais de différents types de financements qui vont vous être exposés un peu plus loin. J'espère que vous trouverez ici des informations qui vont vous permettre à la fois de détecter ces situations et puis des solutions que vous pourrez adapter à vos entreprises. Merci et bon séminaire.
Merci Madame Laporte. Donc, au sommaire de ce webinaire, vous avez quatre grandes parties qui sont sous vos yeux, là, hein. Quels enjeux et intérêts à agir pour le salarié et l'entreprise? Nous aurons également le témoignage de deux entreprises. Comment mesurer et déceler les situations d'illettrisme? Et enfin, nous verrons les outils et financements pour agir. Je passe la parole à Madame Désabeille Nourri de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Merci Claire, merci Monsieur le sous-préfet, merci Madame Laporte pour votre introduction. Je veux bien que tu avances. Euh, on a vu que finalement, quand on parle de difficultés avec la lecture, l'écriture, le calcul, voilà, il y a plusieurs situations qui sont derrière et c'est important d'en faire la différence parce que derrière, va y avoir différents fils à tirer par rapport au financement des accompagnements qu'on va proposer. Et c'est pour ça que moi, systématiquement, je reviens sur les définitions, puisque bon, c'est assez particulier à la France, mais en tout cas en France, nous, on fait la différence entre la situation d'analphabétisme qui concerne les personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Il y a quelques cas en France, c'est très très rare. C'est souvent plutôt effectivement des publics migrants qui sont dans cette situation-là. C'est des personnes qui n'ont jamais appris à lire et à écrire. Voilà. Ils n'ont pas de souci à l'avouer et à demander de la formation. On fait aussi la différence avec ce qu'on appelle le français langue étrangère, en fait, la situation de personnes qui ne maîtrisent pas la langue. C'est-à-dire qu'ils ne la maîtrisent pas à l'oral, mais qui ne la maîtrisent pas à l'écrit, mais qui ne la maîtrisent pas non plus à l'oral. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez facile à repérer, hein, puisqu'une personne qui parle mal notre langue a des soucis de communication, ça a un impact direct dans le fonctionnement des équipes. Et nous, on insiste pour faire la différence avec cette troisième situation qui est vraiment l'enjeu du webinaire aujourd'hui, même si voilà, vous êtes libre de réagir dans le chat et à poser des questions peut-être sur les autres situations. Aujourd'hui, on sera beaucoup plus sur les situations d'illettrisme qui concernent des personnes qui ont été scolarisées en France et pour autant qui n'ont pas acquis une maîtrise suffisante des compétences de base, lire, écrire, compter, pour être autonome dans les situations simples de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, effectivement, Madame Laporte, je crois, en a parlé, il y a également une problématique qui émerge, c'est celle de l'électronisme. Et nous, on s'occupe de l'électronisme quand il vient se superposer à la problématique de l'illettrisme, c'est-à-dire que en fait, les supports numériques sont aussi d'autres types de supports où on retrouve de l'écrit. Donc, on revient à notre problématique initiale de la difficulté à maîtriser l'écrit ou le calcul, et surtout que ce sont des problématiques qui vont être cachées. Les personnes vont essayer de masquer leurs difficultés, et c'est en ça que nous, on a un rôle à jouer et qu'on vous propose un webinaire aujourd'hui. Je veux bien qu'on avance puisque je vais vous amener quelques éléments statistiques où voilà, nous on travaille avec l'INSEE, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme travaille avec l'INSEE pour avoir des photographies régulières des difficultés, de l'échelle des difficultés en France et puis du profil des personnes concernées. Donc on voit qu'en 2020, alors l'enquête a été réalisée en 2022, elle a été publiée cette année, donc en 2022, on a 4% de personnes qui ne pardon, qui ont été scolarisés en France et qui pour autant ne maîtrisent pas l'écrit, c'est-à-dire le lire et l'écrire. Et là, ça représente 1 400 000 personnes à l'échelle nationale. Euh, si on rajoute les difficultés avec le calcul, donc ce qu'on va appeler la numératie ou l'innumérisme, quand on manque de maîtrise sur les processus de calcul et les processus logico-mathématiques, en fait, on est à 9% de la population, 3 500 000 personnes qui ont des difficultés qu'avec la sphère calcul. Et si on rapproche en fait les difficultés lire, écrire et compter, c'est là qu'on arrive à 10,5% de la population, donc d'une population qui a été scolarisée en France et qui pour autant ne maîtrise pas le lire, écrire, compter. Et là, ça fait 3 700 000 personnes à l'échelle de la France. Donc, voilà, on a beaucoup communiqué sur le lire, écrire précédemment, mais finalement, on se rend compte que la capacité à maîtriser le calcul, à maîtriser la numératie,
c'est tout aussi important dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle. Donc, c'est vraiment une compétence qui aujourd'hui elle nécessite qu'on s'intéresse à elle, puisqu'on voit que finalement aujourd'hui, il y a plus de difficultés avec le calcul qu'avec le lire et écrire. Je veux bien qu'on avance. Merci. Donc là, c'est ce que j'étais en train de vous dire. 4% ne maîtrisent pas l'écrit, 9% ne maîtrisent pas le calcul. Et en fait, ce phénomène-là, sur 3 700 000 personnes, il y a un quart qui cumule les difficultés. C'est-à-dire, il y a un quart des personnes qui ont des difficultés, une absence de maîtrise suffisante du lire, de l'écrire et du compter. Je veux bien qu'on avance, merci. Parce que ce qui est intéressant, il y a le volume global, mais là on est à l'échelle française, on n'a pas de chiffres régionalisés par rapport à ça. C'est une des difficultés. Mais ça nous permet aussi d'avoir des éléments de profil qui nous servent, nous, à travailler et à savoir un peu où vont être les priorités. Donc on sait qu'aujourd'hui, on est dans un webinaire qui s'adresse plutôt au monde de l'entreprise. Et on sait que parmi ces 3 700 000 personnes, la moitié, plus de la moitié ont un emploi. Donc, on sait euh, que c'est important que le monde du travail euh, s'approprie cette thématique, prenne conscience que ça existe, qu'il y a des salariés concernés et que justement, il faut activer des leviers de la formation professionnelle tout au long de la vie pour pouvoir proposer de l'accompagnement à ces personnes. J'ai fait un petit tableau de projection. Alors, je suis sur des clés nationales projetées sur des données régionales. Ça, voilà, c'est pas d'une robustesse excessive s'il y a des statisticiens parmi vous, mais ça nous donne quand même une visibilité. Et à l'échelle du département de Mayenne, ça veut dire qu'on peut considérer qu'on a environ 8000 salariés en situation d'illettrisme. Donc 8000 salariés pour lesquels il est nécessaire de faire un effort de repérage, d'accompagnement, de proposition de formation pour pouvoir les accompagner. Alors, c'est pas simplement les accompagner, je veux bien qu'on avance d'une diapositive, mais c'est aussi finalement investir dans l'entreprise parce que accompagner des salariés qui ont des difficultés avec les compétences socles, finalement, c'est un frein à plein d'aspects, notamment sur la performance de l'entreprise. Je vais revenir dans un petit moment. Donc, on voit que, voilà, si on fait un zoom sur les personnes qui sont en emploi, on voit que c'est principalement les ouvriers et les employés qui représentent 70 personnes, des personnes qui ont un emploi et qui ont des difficultés très fortes avec les compétences de base. On voit que c'est plus souvent des personnes qui se retrouvent avec des temps partiels et des temps partiels qui ne sont pas forcément choisis. Et on voit également que ce sont des personnes qui sont beaucoup plus fréquemment en CDD ou bien dans des postes, enfin dans des missions intérimaires. Donc c'est intéressant d'avoir ça présent à l'esprit. Je sais que par exemple, si on fait si on recoupe avec les accidents du travail, on sait que c'est souvent des CDD et dans les premières semaines de mission qu'il y a plus d'accidents du travail. Et on sait que l'absence de maîtrise des compétences de base a un impact effectivement sur la capacité à bien appliquer les consignes et à mesurer les dangers autour d'une machine ou d'un poste de travail. Pour avoir des éléments un peu plus territorialisés, puisque là on a des éléments qui sont plutôt liés à la vie des personnes, est-ce qu'elles sont en emploi, est-ce qu'elles ne sont pas dans l'emploi, quels sont les facteurs de fragilité. Et on a repéré aussi des facteurs de fragilité connexes. Ça nous permet aussi de voir potentiellement quels sont les territoires ou les zones où il y a plus de difficultés. Et on a identifié un certain nombre de facteurs de fragilité que sont la pauvreté. Les statistiques nous montrent qu'effectivement, il y a plus de personnes en situation d'illettrisme parmi ceux qui ont les plus faibles revenus. On sait que également, parmi les familles monoparentales, donc c'est de la prévention puisque des enfants qui grandissent dans des familles monoparentales ont plus de difficultés scolaires et ont plus de chances de sortir du système scolaire sans maîtriser les compétences de base. Et finalement, ceux qui sont adultes mais qui ont grandi dans des familles monoparentales traînent
avec eux ces difficultés et cette absence de maîtrise parfaite des compétences de base. On sait également que quelque chose d'assez robuste, c'est effectivement l'absence de diplôme ou les très faibles qualifications. Et là, on sait que, par exemple, il y a pas mal de personnes en situation d'illettrisme malgré le fait d'avoir un CAP, par exemple, ou un BEP, puisqu'on peut, alors, on peut avoir une maîtrise suffisante, fragile mais suffisante au moment où on passe un examen. 10 ans plus tard, on peut avoir régressé par rapport à la maîtrise de ses compétences. Et puis, on peut très bien réussir un examen qui comment dire, qui donne une pondération plus importante aux épreuves professionnelles, au détriment des épreuves académiques, enfin au détriment, ça c'est une déformation de ma part, mais voilà, quelqu'un qui est très très bon dans la partie technique de son diplôme peut très bien réussir son diplôme sans pour autant finalement maîtriser la lecture et l'écriture, ce qui est peut-être très bien dans un premier temps, mais qui représente un frein dans la capacité de la personne à pouvoir évoluer dans son contexte professionnel et rebondir également dans les différentes phases de la vie professionnelle et les nécessités de s'adapter au quotidien pour pouvoir évaluer. Je veux bien qu'on avance la diapo. Petit zoom sur, sur l'électronisme, qui est un mot un petit peu valise dont on entend beaucoup parler très régulièrement, la capacité à maîtriser en fait les outils numériques. Donc l'Europe a déterminé 5 domaines de compétences numériques, savoir la capacité à faire des recherches sur des supports numériques, la capacité à communiquer via des outils numériques, notamment avec les courriels. C'est également l'usage de logiciels, notamment de logiciels professionnels, qui peuvent être assez complexes. Il y a toutes les notions euh, de lutte contre les arnaques, protection de sa vie privée, protection de ses données. Et puis également résolution de problèmes avec la capacité à aller accéder à son compte bancaire, à suivre des cours en ligne, à aller se connecter à des choses qui permettent d'aller plus loin et qui sont aujourd'hui cruciales, hein, puisque notre société nous impose de faire de plus en plus de démarches de manière dématérialisée et effectivement de maîtriser un certain nombre d'éléments très importants par rapport à notre autonomie et à notre protection, hein, protection de nos données, ne pas se faire avoir, ne pas perdre son identité, se faire voler son identité, ce qui peut ouvrir la porte à des énormes soucis. On sait que des personnes en situation d'illettrisme sont beaucoup plus impactées par l'accès aux outils numériques. Notre dernière étude, hein, qui est disponible sur le site de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, nous montre que ce sont des personnes qui se connectent moins souvent, qui font beaucoup moins leurs démarches en ligne et qui les font, quand elles les font, accompagnées de quelqu'un. Ce qui pose le problème de la dépendance, de la confiance de la personne qui accompagne. Donc voilà, les chiffres nous montrent que quand on n'est pas diplômé, on est plus exposé aux problématiques d'électronisme. Ça peut être simplement le souci d'accès à l'outil, et là, c'est pas notre cœur de métier à nous, mais ça peut être aussi l'accès à l'outil et à l'écrit qui est caché derrière cet outil, et là, c'est notre problématique. On voit que également les ménages les plus modestes sont plus exposés aux situations d'électronisme. C'est également quelque chose qui affecte plus les personnes seules, l'isolement étant également une problématique un peu connexe aux situations d'illettrisme et d'électronisme. Je veux bien qu'on avance. Alors, c'est quand même le cœur un petit peu de ce qui nous anime aujourd'hui. Pourquoi l'entreprise va s'intéresser à cet aspect-là? En fait, il y a 4 piliers. On estime que il est intéressant pour l'entreprise de repérer et d'accompagner ses salariés en situation d'illettrisme parce que ça a un impact sur la rentabilité. Il y a eu des études qui ont été menées notamment par l'Université de Lyon 2 qui a réussi à mettre en lumière le fait que d'avoir donc des salariés en situation d'illettrisme pouvait coûter de 2 à 6% de la masse salariale.
Ça veut dire que ça a un impact financier sur la performance de l'entreprise, d'où l'importance de pouvoir vraiment se pencher sur cette question. Et c'est important de le pencher en référence aux définitions que je vous donnais tout à l'heure, parce que c'est généralement des salariés qui vont cacher leurs difficultés, qui vont pas oser en parler. Donc, il est important de pouvoir vraiment mettre en œuvre une stratégie de repérage et de savoir à quel moment clé on va pouvoir peut-être repérer les difficultés du salarié. Ça a un impact également sur la qualité de vie au travail. Alors, ça a un impact sur effectivement le stress du salarié, son bien-être sur son poste de travail, mais ça a également un impact sur le climat social. Finalement, des salariés qui sont stressés, qui sont peut-être dépendants de collègues pour pouvoir accéder aux informations, finalement, peut y avoir des effets qui sont néfastes par rapport au climat social général au sein de l'entreprise. Ça a également un impact sur l'image de marque de l'entreprise, puisque performance et qualité, si il y a beaucoup d'erreurs, si il y a des pièces de mauvaise qualité qui sortent des entreprises, puisque ce sont des salariés qui ne le font pas systématiquement, j'insiste, hein, tout ce que je dis, c'est des pistes, c'est pas des jugements, et tout le monde n'est pas concerné par tout ce que je dis, c'est parfois voilà un seul élément ou plusieurs éléments. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a plus de personnes en situation d'illettrisme parmi les non-diplômés. Il ne faut pas interpréter ça par tous les non-diplômés sont en situation d'illettrisme. Ce n'est pas vrai. Par contre, ils sont plus représentés dans cette catégorie. Et le fait qu'on peut avoir des salariés qui sont en situation d'illettrisme et commettent peut-être plus d'erreurs, va avoir un impact sur le gaspillage de ressources et sur la qualité. Et s'il y a beaucoup d'erreurs sur la qualité, finalement, c'est l'image de l'entreprise qui va en pâtir, qui va être étiquetée comme une entreprise qui fournit des pièces de mauvaise qualité. Et dernier aspect, ça a un impact direct sur la sécurité au travail, puisque alors je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour que le recours à la maîtrise de l'écrit soit évité. Il n'empêche que bien comprendre des consignes de sécurité au travail, quand on ne maîtrise pas bien l'écrit, c'est une difficulté et finalement on s'expose à plus de risques, notamment dans toutes les phases de transition, de changement, de modification. Je te laisse avancer et je vais passer la parole du coup au témoignage en entreprise parce que là, je vous ai annoncé beaucoup de choses, mais c'est toujours mieux d'avoir un témoignage en direct. Oui, merci Armelle. Par rapport à l'ensemble des chiffres qui ont été abordés ce matin, donc Yveline Caillet de la DETS PP, je me présente. Et donc, je vais effectivement accompagner le témoignage des deux entreprises qui vont effectivement corroborer un petit peu les éléments que tu as pu aborder ce matin. Un chiffre que je relèverai avant de lancer et de laisser la parole à Madame Mondroit. Plus de la moitié des personnes confrontées à l'illettrisme sont dans l'emploi. C'est ce que tu as relevé. Et on sait que dans le monde du travail, les compétences de base sont constamment mobilisées dans les pratiques professionnelles. Et donc, afin d'illustrer ces situations, Madame Mondroit, qui est conseillère en insertion professionnelle depuis plusieurs années au sein d'Alternatrice 53, qui est une entreprise d'insertion par l'activité économique, va effectivement aborder cette question. Madame Mondroit, Oui, bonjour. Pouvez-vous nous indiquer et témoigner d'un parcours d'une salariée en situation d'illettrisme au sein de votre structure, pardon, afin effectivement d'illustrer un petit peu les éléments que vous avez mis en place suite à cette problématique détectée. Oui, bonjour à tous. Donc Alternatri, je répète, c'est une structure de l'insertion par activité économique. On est une association à but non lucratif. On a 2 agréments, donc association intermédiaire, entreprise d'insertion et atelier chantier d'insertion. On a une centaine de salariés en insertion et 20 permanents. On a différentes activités support, du recyclage, des espaces verts, de la collecte et de la propreté. On intervient sur tout le département, le territoire de la Mayenne.
Donc, on a des activités qui sont liées à l'environnement global et de vie, des accompagnements socio-professionnels. Donc, on participe à l'économie sociale et solidaire et à l'économie circulaire. Donc, ça répond aux attentes d'une politique RSE. La personne dont je voulais vous parler, donc elle s'appelle Rose. Elle a un niveau scolaire CM2 à Mayotte. Elle a été scolarisée à Mayotte, donc elle a terminé sa scolarité en CM2. Elle a 45 ans. Donc, elle a été recrutée sur le chantier d'insertion sur l'activité recyclage. Donc, dès le début, parce que dans notre parcours d'intégration avec le diagnostic, on a pu repérer cette difficulté d'illettrisme. Elle avait une très, très, très bonne élocution, hein, donc pas de difficulté pour se présenter à l'oral, mais c'est vrai que dès qu'il fallait voilà, lire, écrire, là, elle rencontrait des difficultés. La solution qu'on a proposée, donc, c'était de pouvoir faire un programme de formation sur formation Cléa, donc en lien avec financé par notre OPCO, Uniformation, donc sur le temps de travail. Donc on a organisé le planning de Rose pour qu'elle puisse faire donc 189 heures de formation, une journée par semaine. Voilà, ça lui a permis de reprendre confiance et surtout de se rendre compte qu'elle a des capacités et un potentiel pour pouvoir aller vers la lecture et l'écriture, parce que parfois, voilà, ça elle avait perdu confiance en elle et en ses capacités. Donc cette formation, donc c'est vraiment une remise à niveau sur du français, des mathématiques, du numérique, et ça a été vraiment très très bénéfique et positif. Après, ça lui a permis aussi, donc nous, notre cœur de métier, hein, c'est de travailler l'insertion professionnelle. Donc là, ce sont des supports d'activité. Donc sur le chantier, on essaye toujours, hein, de mettre en place des affichages, des pictogrammes, des images pour l'ensemble des salariés, parce qu'on a des salariés aussi qui ont des problématiques de maîtrise de la langue française, donc plutôt là du FLE. Mais ça a permis vraiment ça permet aussi même sur l'évaluation, l'auto-évaluation, avec des smileys. On essaye de mettre en place des supports pour faciliter. Pour Rose, bah, aujourd'hui, voilà, elle a réussi à évoluer vers l'entreprise, le TTI, l'intérim d'insertion. Elle a pu accéder elle est rentrée donc en entreprise agroalimentaire. Et c'est vrai que ça a facilité en tout cas, et elle continue aujourd'hui maintenant son apprentissage de la langue. Très bien, merci pour votre témoignage, Madame Mondroa, qui permet effectivement d'illustrer à travers un parcours comment une entreprise peut aussi mettre en place des actions concrètes afin effectivement d'engager un parcours, hein, pour résoudre effectivement ces problématiques de lutte contre l'illettrisme. Alors, nous avons un deuxième témoignage. Est-ce que Monsieur Leport est bien connecté ce matin avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Leport. Donc, vous êtes effectivement issu d'une entreprise adaptée. Votre témoignage va être organisé autour de trois questions. Donc, Monsieur Leport, comment avez-vous été confronté à la problématique d'illettrisme au sein de votre entreprise? Ok, bonjour tout le monde. Alors, nous, Samed, peut-être préciser que ça s'inscrit dans la politique emploi solidaire du groupe Samsic. Et on avait souhaité aller plus loin dans notre engagement en faveur des personnes en situation de handicap. Et quand on a pu générer la création de Samed, on s'est fait accompagner par le service public de l'emploi on est passé pour les recrutements, pardon, par la méthode par habileté. Et c'est seulement après qu'on avait conduit les entretiens individuels sans phase de testing particulière par rapport au français, lui écrit parlé ou aux mathématiques, on va dire. Donc, du coup, c'est en déployant, je dirais, en déployant l'activité avec nos premiers salariés, qu'on a pu identifier en fait que certains de nos salariés, alors on l'a pas identifié tout de suite parce qu'il y avait individuellement, je dirais, il y avait des compensations qui étaient mises en place pour fonctionner quasi normalement par rapport à l'activité, notamment des compensations d'ordre visuel.
Mais lorsqu'on l'a un peu cerné, on a conduit, ça faisait partie aussi de notre projet pédagogique d'ailleurs, mais on a conduit, alors c'était ça en 2000, sur la période 2016-2019, et c'était déjà en partenariat avec l'OPCO-EP. On a dispensé à l'ensemble c'est une petite structure, ça mène, hein. Il y a 8 salariés en situation de handicap avec des problématiques sociales associées. Et puis, pour les accompagner, il y a un encadrant technique qui s'occupe plutôt de la partie bonne exécution des prestations, et puis une chargée de mission qui s'occupe de tout le reste au niveau perso, social, projet professionnel. Et du coup, on avait commencé par une formation sur le CLEA classique pour l'ensemble de nos salariés. Sur ces 3 ans, ça a représenté quand même près de 1200 heures pour nos salariés. Puis ça nous a permis déjà de poser une forme de diagnostic, d'identifier ce qui pouvait être, comment dire, adapté en complément de ce que nous on faisait en termes de compensation. Donc, et c'est au travers de l'activité. Nous, notre activité principalement, c'est du magasinage et de la préparation de commandes de consommables sanitaires, et puis de l'assemblage de bornes de recharge pour smartphones. Donc voilà comment on a été confronté à la problématique. Donc, vous avez déjà commencé à aborder quelques solutions mises en place. Pouvez-vous peut-être détailler quelques idées complémentaires par rapport à cette problématique? Oui, alors on a, alors comme le disait Madame Mondroit avant, on a travaillé aussi nous sur la base du visuel et de pictogrammes. On a fait aussi appel par rapport à nos activités à un moment donné en complémentarité, je dirais, de ce qu'on faisait nous au niveau de l'accompagnement pédagogique. On a fait appel à l'école d'ergo de Laval, et on a travaillé avec eux sur 2 ans sur le projet des étudiants, alors piloté par leur formateur, hein. On connaissait une formatrice qui bossait avant au centre de réadaptation professionnelle du Patifro, et ils sont venus avec nous sur quasiment 6-8 mois. Ils sont venus avec nous observer, évaluer, et puis l'intérêt qu'on avait trouvé de faire appel à des ergothérapeutes, c'est que c'était une approche qui était très ciblée par opposition. J'aime pas le mot parce que les deux ont des intérêts, mais par comparaison, on va dire, avec des ergonomes qui ont une vision quand même beaucoup plus large. Là, bosser avec des ergothérapeutes, ça présentait l'intérêt qui ciblait l'articulation entre nos activités et nos salariés dans un regard individuel. Donc, on avait bossé aussi avec eux parce qu'on avait un cahier des charges, notamment pour assembler les bornes de recharge, un cahier des charges qui était, je ne sais pas si vous voyez mes doigts, mais qui était épais comme ça. Et globalement, on a travaillé avec eux de manière vraiment différenciée sur l'organisation de l'atelier, sur la construction de visuels avec la déconstruction des étapes. Et puis, je dirais, euh, comment je pourrais dire ça, le Cléa d'origine nous sert encore d'ailleurs, mais nous a servi, nous sert encore. Le travail que nous, on peut faire, parce que c'est aussi notre métier en tant qu'entreprise adaptée de trouver des compensations, le travail avec les ergots, tout ça, c'est très intéressant, mais ce qui fait que ça vit, en fait, c'est de continuer les allers-retours en fait entre ce qui est dispensé par des expertises externes, le centre de formation Cléa, les ergots, etc., et puis ce que peuvent faire au quotidien notre encadrant technique et puis notre chargé de mission. Et après, dans la continuité, elle en a parlé d'ailleurs, Madame Dezabé-Nouri, dans la continuité de ce qu'on avait fait, on se rend compte, parce que nous, notre raison d'être, je dirais, au-delà de permettre à nos salariés qui ont des parcours quand même, comment dire, marqués par sans doute comme un peu Alternative 53, hein, marqués par des ruptures dans le parcours, avec en plus la problématique de santé afférente. Donc, au-delà de leur donner un cadre qui soit suffisamment sécurisant, on va dire, notre mission, c'est de développer leur employabilité, soit en interne chez nous, ou aussi travailler vers un projet professionnel à l'extérieur de SAMED, donc une sortie de SAMED. Euh, et du coup, on s'est rendu compte dans le travail qu'on pouvait faire là sur le projet professionnel, il y a une souplesse en fait pour les entreprises adaptées qui est intéressante. C'est au-delà de mobiliser la PMSMP, on peut mobiliser une mise à disposition à but non lucratif, hein, pas comme dans l'intérim,
de sorte que et nos salariés et l'entreprise qui les accueille, ça laisse un temps complémentaire pour jauger de la pertinence d'un éventuel recrutement derrière qui soit pérenne, parce que c'est l'objectif, hein, qui bascule, mais en CDI dans les autres entreprises. Et là, on a été confronté pour un de nos salariés à quelque chose qui nous a fait aller vers Madame Mélier de l'OPCO EP. C'est qu'aujourd'hui, y compris sur des activités qu'on pourrait penser comme relevant de la manutention, enfin des activités où dans la représentation, dans les stéréotypes, on imagine que on est plutôt sur du métier et de l'activité qui va nécessiter du bon sens et de l'activité manuelle, bah, globalement, partout, il y a de la digitalisation, pardon, avec de l'outil, enfin, l'utilisation d'outils smartphone avec des trucs à saisir, des pads, de la manipulation d'écran. Et du coup, là, alors c'est très contemporain, hein, puisque ça a démarré, enfin, l'accompagnement avec Madame Mélier, avec l'OPCO EP a démarré, je dirais, en début d'année, mais le démarrage effectif de la formation Cléa numérique euh, dont vont bénéficier les salariés de Samed, là, ça a démarré il y a 15 jours. Donc déjà, j'ai vu qu'elle était connectée, donc j'en profite parce que pour une petite structure comme nous, bénéficier de l'accompagnement administratif et financier d'une structure comme l'OPCO-EP, bah, c'est plutôt top pour nous accompagner à mettre en œuvre le projet. Donc merci, je profite du moment là pour le réitérer. Et puis, nous, ça va quand même bien nous aider dans le travail avec nos salariés au quotidien, au sein de Samed par rapport à nos activités, mais aussi, je dirais, par rapport à l'idée de les accompagner vers une embauche pérenne dans une entreprise extérieure. On voit bien que vous êtes en train d'aborder effectivement la plus-value, hein, par rapport à votre entreprise et Mmh. notamment effectivement, Monsieur Leport, par rapport au milieu ordinaire. Est-ce que vous avez d'autres éléments complémentaires sur cette plus-value à apporter? Bah, euh, déjà, alors vous pourriez me dire que c'est un cadrage général, mais l'impact avec aujourd'hui au niveau de la société, je crois que ça a été dit, mais je ne sais plus par qui, la digitalisation, elle est partout en fait, dans notre environnement perso, au niveau social, au niveau professionnel. Donc déjà, nous permettre via cette formation, en complément de ce qu'on fait, d'accompagner nos salariés vers une meilleure maîtrise des outils numériques au sens large, déjà, c'est un gros plus pour illustrer quand même. On a accompagné, avant le démarrage de cette formation, certains de nos salariés à créer une adresse email, par exemple. On a fait l'acquisition aussi d'ordi portables pour que ça puisse, d'ordinateurs, je veux dire, pour que ça puisse croiser et être en complémentarité avec ce qu'ils feront pendant la formation. Et aujourd'hui, quand on travaille le projet professionnel, eh ben, il faut faire des recherches, il faut se renseigner sur l'entreprise, sur les bassins d'emploi, etc. Et s'il n'y a pas de maîtrise de l'outil informatique, pour nous, ce serait compliqué. Donc la déclinaison, je dirais, de notre projet pédagogique sans maîtrise à minima des outils numériques, ce serait un petit peu compliqué. Et puis, ça a été dit, alors je vais le répéter parce que ça a été dit sur la présentation générique de Madame Dezabet, mais quand un salarié individuellement se sent plus à l'aise, se sent bien au travail, quand les autres voient pas trop d'écart, ça contribue forcément au mieux-être ensemble, je dirais, sur la dimension collective du travail. Donc ça, c'est aussi plutôt intéressant pour nous d'aller vers ce travail-là. Et puis, bah, le dernier point quand même, c'est que on est entreprise adaptée, donc on a des enjeux forts en termes pédagogiques, mais au bout du bout, on a aussi des clients qui nous font vivre, et donc ça a aussi un impact sur la qualité, la bonne exécution, la qualité de nos prestations. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de cadre sécurisant. C'est vrai que dans mon esprit, c'était plus dans la dimension socio-professionnelle, la dimension pédagogique, je dirais, mais organiser avec des pictos, pouvoir faire des temps de travail, des animations en utilisant la dynamique de groupe quand ils maîtrisent un peu les outils bureautiques, c'est aussi pas mal sur un de nos enjeux qui est d'abord leur santé et donc la sécurité au travail, quoi. Voilà ce que je peux vous dire.
Merci beaucoup, Monsieur Leport, pour ce témoignage concret très éclairant. Merci aussi à Madame Mondroa. On voit effectivement que ces témoignages, j'espère, très éclairants et inspirants, peuvent effectivement permettre d'engager des actions. Mais désormais, place à Armel qui va nous préciser quels outils nous avons à disposition pour mesurer et déceler les situations d'illettrisme. Merci pour ces témoignages qui vont dans le même sens que ce que je dis, c'est déjà pas mal. Euh, et euh, Effectivement, bah, on peut se poser la question, bon, ok, je suis convaincue aujourd'hui, j'ai pris conscience, la moitié des personnes en situation d'illettrisme sont en emploi, peut-être que je suis concernée. Et comment je fais pour savoir si je suis concernée? En fait, la NLCI a développé un outil, je vous mets le lien dans le chat. C'est Evagile. En fait, c'est une plateforme à destination ben, des professionnels, hein, des chefs d'entreprise, des DRH, des chargés de mission, voilà, tous ceux qui s'occupent effectivement du suivi des salariés pour évaluer, savoir si mon entreprise est concernée par la possibilité d'avoir des salariés en situation d'illettrisme. Donc là, vous avez une capture d'écran sur la diapo de comment ça se présente quand vous vous connectez. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, peut-être commencer à répondre. Vous avez soit le mode démo pour être sûr que ça ne déclenche pas d'envoi de messages intempestifs. Cette plateforme, en fait, elle se décline en deux parties. Il y a une première partie qui va vous poser des questions très très simples hein, sur effectivement euh, de quelle branche vous dépendez, combien de salariés vous avez, quel est le niveau de diplôme requis pour vos salariés, etc. Les modalités de travail, est-ce qu'il y a du travail de nuit, est-ce qu'il y a du travail de jour, est-ce qu'il y a des personnes qui refusent de la formation, voilà. Donc, en fait, à partir de ça, derrière, en fait, il y a un système de signaux forts et de signaux faibles, qui va permettre, je veux bien que tu avances la diapo, qui va permettre d'évaluer en fait un score de risque. Donc voilà, c'est juste une prise de conscience. On n'est pas sur un score vraiment exactement mesuré. C'est juste qu'à partir de ces questions, ben, ça va vous permettre de savoir si votre entreprise, elle est peu à risque d'avoir des salariés en situation de détresse. Si vous travaillez qu'avec des ingénieurs, bah, potentiellement, effectivement, vous avez moins de chances d'être impacté. Par contre, si vous êtes dans une entreprise où vous avez beaucoup recours à de la main-d'œuvre pas ou peu qualifiée, bah forcément, les risques, on a vu hein, l'impact du diplôme sur les risques d'avoir des personnes concernées, bah, sera plus fort. Donc, ça permet déjà d'avoir enfin, une première photographie sur je suis concernée, je ne suis pas concernée. Vous voyez, il y a une échelle hein, entre pas du tout et puis un fort risque. Et c'est basé sur les quatre piliers que je vous ai présentés tout à l'heure. Euh, donc ça permet déjà de pouvoir prendre conscience, de se poser sincèrement la question. Si vraiment vous êtes concerné, à la fin, il y a un deuxième questionnaire qui est un peu plus long, qui va essayer d'aller fouiller de manière plus spécifique. Et à la fin, ça va déclencher l'envoi d'un mail vers l'OPCO dont vous dépendez. Alors, voilà, on fait le diagnostic, on est concerné. Qu'est-ce qui se passe? Ben, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil. En fait, on a une boîte à outils qu'on appelle les incontournables. Alors, si tu veux bien avancer, euh, le diapo, euh, c'est pareil, c'est en deux parties. Vous avez une partie petit éventail qui revient en fait sur les 8 étapes qui nous semblent être incontournables pour pouvoir prendre conscience d'être concerné jusqu'à la mise en œuvre de sessions de formation et d'évaluation de ces sessions de formation. De la même façon, je vais essayer de vous mettre le lien euh, vers la boîte à outils, puisque derrière cet éventail, en fait, on a une boîte à outils où vous allez retrouver ben, justement étape par étape un certain nombre de documents qui ont été collaborés hein, par une vingtaine de partenaires du monde des entreprises, des OPCO,
de personnes voilà, qui sont au contact direct avec les personnes salariées concernées, qui ont mis à disposition les outils selon les étapes concernées. Donc la première étape, c'est je m'informe. Par exemple, le webinaire d'aujourd'hui contribue à cette première étape. Et puis après, il y a tout ce qui peut vous aider à construire une démarche. Il faut passer par un diagnostic, il faut passer par la construction d'un besoin de formation, d'une relation avec votre OPCO qui va vous permettre justement de construire la formation adéquate et finalement, d'évaluer cette formation, ce que ça a apporté à la fois aux salariés et à l'entreprise, parce que le but, c'est que les deux soient gagnants. Je veux bien que tu avances. Donc, la boîte à outils, vous allez recevoir le support après le webinaire. Vous retrouverez les liens également dans le support. Et pour toute question, vous avez également un numéro vert qui est le 0800 11 10 35, Illettrisme Info Service, qui est un numéro qui est porté par la NLCI, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, c'est un numéro national, c'est plus facile pour nous pour communiquer, mais il est redispatché région par des structures support qui sont bien souvent des centres ressources illettrisme. J'ai vu qu'aujourd'hui, Xavier Blais, donc, qui est le directeur du CAFOC de Nantes, le CAFOC de Nantes étant la structure support qui répond derrière ce numéro vert pour la région Pays de la Loire. Donc voilà, qui sont aussi en mesure de vous apporter un certain nombre de réponses sur une question plus spécifique pour savoir voilà, un élément d'information sur des situations d'illettrisme. Ça peut être vous en tant qu'employeur, ça peut être éventuellement des salariés voilà, qui cherchent des solutions ou l'entourage du salarié peut chercher des solutions. Toute question trouvera une réponse en appelant ce numéro vert. Je veux bien qu'on passe à la suite. Alors, là, je vous ai donné des outils tels qu'ils existent. Peut-être revenir quand même sur un outil qui est incontournable et qui est très basique, qui est l'observation. En fait, le premier indice pour repérer des salariés en situation d'illettrisme, c'est de pouvoir observer. Le monsieur de Samed en a parlé sur les stratégies qui sont mises en place pour pouvoir exercer sa mission. Bien souvent, ce sont des personnes je parlais tout à l'heure des erreurs, etc., mais bien souvent, ce sont des salariés qui sont très performants dans leur poste, qui savent très bien réaliser leurs tâches, mais qui pour autant peuvent avoir recours à un certain nombre de stratégies de contournement ou d'évitement en prétextant systématiquement d'avoir oublié ses lunettes, d'avoir mal au poignet ou d'avoir une mauvaise écriture qui est illisible pour pouvoir en fait éviter de produire un écrit en direct si on leur demande de prendre en note quelque chose. Ça va être effectivement la compréhension et le suivi des consignes. Ça peut être des salariés qui, au moment où on va donner des consignes, vont peut-être demander est-ce qu'on répète ces consignes, va peut-être demander à un collègue de lui répéter les consignes pour être sûr qu'il a bien compris. Ça peut être également un élément qui est généralement celui qui est vraiment le plus révélateur des difficultés, c'est le changement. Puisqu'on sait que ce sont des salariés qui sont beaucoup plus fragiles face au changement. Donc un changement de poste ou des évolutions professionnelles telles qu'on les vit ces dernières années, l'impact, l'entrée du numérique dans les entreprises. Aujourd'hui, il va y avoir l'impact de la transition écologique qui va alors changer les process internes, qui va aussi peut-être nécessiter de mettre en place un certain nombre de formations métiers, mais des formations métiers qui vont peut-être pas toucher leur objectif si on y envoie des salariés qui sont en difficulté avec le socle de compétences, puisqu'ils vont pas pouvoir capitaliser sur cette formation. Donc, c'est un investissement qui va tomber à l'eau, c'est bien dommage. Alors que finalement, si on a pris conscience que le salarié X est concerné avec ces difficultés, on peut peut-être construire une formation
métier, mais qui va injecter aussi de la formation compétences de base. Et ça va être bénéfique parce qu'il va pouvoir vraiment profiter de la formation métier jusqu'au bout. Finalement, l'investissement aura touché son but également. Ça peut être des difficultés à communiquer, ça peut être de l'absentéisme, ça peut être aussi des personnes qui vont être extrêmement réticentes à l'entrée en formation. Les personnes en situation d'illettrisme ont très souvent un passif scolaire, j'utilise bien le mot passif, donc une relation avec l'école qui n'est pas facile, et la représentation qu'ils peuvent avoir de la formation est celle qui rattache à l'école. Donc c'est aussi important de déconstruire un peu ces représentations et de présenter la formation professionnelle justement comme étant complètement différente de ce qui peut se passer à l'école. Pour autant, ça peut être des personnes qui systématiquement vont être absentes ou vont avoir des stratégies d'évitement quand il va y avoir de l'organisation de formation. Donc, c'est important aussi de nouer un dialogue pour pouvoir convaincre la personne, la motiver, lui expliquer qu'elle aussi peut totalement réussir une formation à partir du moment où on sait qu'on va avoir des formateurs qui sont vraiment adéquats pour pouvoir accompagner les besoins de la personne. Il y a un temps normal, hein, qui est l'entretien professionnel. C'est un moment où on peut avoir un contexte d'échange en précisant, voilà, j'ai remarqué que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en formation, que vous passez toujours le relais quand on vous demande de produire un écrit à votre collègue, etc. Donc, ça peut être un moment où on peut dialoguer et essayer de poser la question à la personne, est-ce qu'elle a des difficultés, et la rassurer sur le fait qu'il existe des formations qui ne sont pas les seules, ça aussi, les sortir de l'isolement, d'avoir l'impression d'être les seuls à être en échec. C'est quelque chose qui nous revient très fortement des personnes qui ont suivi de la formation. L'impression que au départ, ils étaient tout seuls en fait à avoir échoué. Donc, faut rassurer par rapport à ça et sur le fait que il y a plein de personnes qui s'en sortent, qui suivent des formations et qui derrière finalement capitalisent complètement sur un parcours positif à l'issue de ces formations de base. Et puis, il faut en parler, mais pas n'importe comment. Donc, il faut quand même s'assurer qu'on est plutôt dans du face-à-face, hein, qu'il n'y ait pas de témoin quand on aborde ces problématiques, de façon à ne pas mettre le salarié en porte-à-faux. Et puis surtout, un interlocuteur qui sont autour de l'écran aujourd'hui, les interlocuteurs clés que sont vos OPCO, qui sont vraiment ceux qui vont vous aider à construire un parcours qui sera en adéquation avec les besoins de votre entreprise et les besoins de votre salarié. Je veux bien qu'on avance. Alors justement, du coup, je continue de parler parce que c'est moi qui vais faire le fil rouge, mais on va pouvoir écouter aussi ce que les opérateurs de compétences ont à nous dire. Donc, on a aujourd'hui le témoignage de Ocapiat, d'Acto, d'Opco2i et de OpcoEP, qui sont des acteurs des OpCo qui sont extrêmement mobilisés justement sur l'accompagnement des salariés et des entreprises dont les salariés peuvent être concernés par l'illettrisme. Et du coup, on va retrouver un petit peu les étapes clés, hein, de l'accompagnement d'une personne, d'un salarié en situation d'illettrisme. C'est d'abord sensibiliser, être sensibilisé. C'est effectivement à la fois des webinaires comme ceux d'aujourd'hui ou des webinaires qui peuvent être organisés plus spécifiquement par chaque OPCO. Ça peut être des articles dans des newsletters, ça peut être des guides en ligne. Les sites internet des OPCO sont aussi des mines d'or en termes d'outils, de ressources. Ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire déjà prendre conscience qu'on peut être concerné. Deuxième aspect, on a pris conscience qu'on peut être concerné, il y a repérer, diagnostiquer. Donc, ça peut être les outils que je vous ai présentés, hein, alors, premier outil, l'observation, il n'y a rien de tel. Ensuite, les outils plus classiques de l'entretien annuel, des outils que je vous ai présentés, Evagile, les incontournables. Il y a aussi la possibilité de mobiliser de la PCRH, hein, je vais oublier le sigle exactement, mais c'est de l'accompagnement, hein, des ressources humaines pour pouvoir intervenir dans les entreprises. Prestation conseil ressources humaines. Merci Yveline.
Évaluer, parce qu'on peut repérer, diagnostiquer, on se dit, voilà, ok, je suis concernée, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben, il faut évaluer. Donc, c'est pareil, les OPCO ont développé un certain nombre d'outils qui va aider les entreprises à pouvoir poser un diagnostic vraiment précis qui correspond à la situation réelle de l'entreprise pour pouvoir construire un accompagnement vraiment adéquat et aboutir finalement à l'action finale qui est, je dirais, la conclusion qui permet de remédier en fait à toutes les difficultés qu'on vient de pointer, l'entrée en formation avec effectivement des processus de formation qui ne sont pas forcément certifiants, mais il y a également des processus qui permettent d'obtenir des certifications qui ont l'avantage d'être extrêmement gratifiantes pour les salariés qui généralement sont extrêmement sensibles au fait de pouvoir voilà, valider ce processus avec l'obtention d'un diplôme qui est parfois le premier diplôme de la vie et qui permet voilà, de valoriser. Et puis pour l'entreprise, ben, finalement, de se dire, ah ben tiens, quelqu'un qui a le certificat CLEA ben, maîtrise le socle de compétences et c'est l'enjeu de ce certificat. Donc, je vais passer la parole à Myriam Touzeau, donc d'Ocapiat, qui va nous parler ben, de la première étape, sensibiliser, et nous donner quelques exemples de ce qui peut être fait à cette occasion. Merci Armelle. Donc oui, Myriam Touzeau, je suis conseillère aux actifs à Ocapiat et référente illettrisme-illectronisme. Juste pour rappel, Ocapiat, donc c'est l'opérateur de compétences qui accompagne le développement des compétences dans les entreprises de l'agriculture, l'agroalimentaire, la pêche et les services au territoire. Donc l'une des missions des OPCO, c'est de contribuer à la diminution des situations d'illettrisme dans les secteurs qu'ils couvrent. Et donc, les OCAPIAT, comme les autres OPCO, proposent des webinaires, des réunions de sensibilisation à la demande des entreprises selon leur niveau dans la gestion du projet. Hein, donc, il peut y avoir des webinaires ou des actions de sensibilisation des entreprises, des encadrants, des salariés selon les besoins. Donc, ces actions de sensibilisation, de partage d'expériences, les articles aussi, comme l'évoquait Armelle, sur nos sites, en général concernent ont pour objectif de faire prendre conscience des conséquences, des enjeux pour l'entreprise et le salarié, des situations d'illettrisme, électronisme, manque de compétences clés, et puis de montrer les bienfaits, les bénéfices des actions validées dans le cadre de formation, notamment des actions de formation validées par la certification CLEA, mais pas que, on va le voir après. Donc, Ocapiat organise des réunions avec les entreprises aussi qui veulent y voir plus clair dans ce qui peut être proposé en termes de formation. Donc, ça, ce sont des réunions avec les prestataires de formation qui peuvent partager sur leurs expériences et montrer comment on construit conjointement le projet de formation avec l'entreprise. Puisque comme il a été dit, hein, comme on l'a compris, l'objectif pour l'entreprise, dans un premier temps, ça va être de déterminer si l'illettrisme est une thématique importante et si elle souhaite s'emparer de cette problématique. Donc, lorsque la direction décide de mettre en place des actions, la sensibilisation de l'encadrement va être également nécessaire, puisque les différents acteurs de l'entreprise doivent porter le projet et c'est une garantie aussi du lien incontournable avec les situations de travail. Voilà, donc je terminerai en disant qu'un conseil que je formule pour les entreprises, je les invite en fait à se rapprocher de leurs conseillers entreprises de leur OPCO pour qu'ils puissent cheminer avec l'entreprise et mettre en relation avec les experts de l'illettrisme, de l'électronisme. Merci. Merci Myriam. Je ne vais pas revenir finalement, enfin voilà, je viens de vous présenter Evagile, les incontournables, vous avez les liens, allez-y, fouillez.
Peut-être, Yveline, si tu peux dire 2 mots sur la PCRH, donc la prestation conseil pour RH. Oui, rapidement, Armel, Ouais, quelques mots sur la prestation Conseil ressources humaines qui est mobilisable effectivement par les entreprises et qui permet de travailler globalement sur les problématiques RH et d'être accompagné. On vous mettra effectivement le lien dans le chat pour effectivement avoir un peu plus de détails hein, sur cette prestation qui est mobilisable et qui est effectivement prise en charge par l'État et la région et en fonction du seuil de l'entreprise qui est effectivement une prestation gratuite. merci. Donc, troisième étape, évaluer. Pour le coup, je vais inviter Muriel Rousseau de Acto de nous présenter un outil en particulier qui est l'outil d'Acto par rapport à cette capacité à évaluer les salariés si on estime qu'ils sont concernés. Merci Armel, bonjour à tous. Donc Muriel Rousseau, chargée de projet emploi formation. Je suis référente illettrisme en Mayenne, mais évidemment en Pays de la Loire, pour Acto, locaux des entreprises à forte intensité de manœuvre, au service de 27 branches professionnelles. Alors plusieurs outils, bien sûr, sont disponibles hein, selon les OPCO, les branches professionnelles, pour évaluer les salariés sur la maîtrise des compétences de base des salariés dans vos entreprises. Aujourd'hui, je vous présente un exemple d'outil qui est Diap Compétences. Alors, Diap Compétences, c'est un outil en ligne qui est développé par Acto pour la branche du travail temporaire. Il permet de mesurer la maîtrise de la langue française hein, et des compétences clés des salariés intérimaires ou candidats. Alors, il ne s'agit pas d'un bilan de positionnement, il s'agit d'un pré-diagnostic qui vous permet de faire le point avec le candidat sur ses difficultés, puis d'envisager avec lui des parcours de formation adaptés à ses besoins. Il est conçu pour s'adresser à tous les publics peu ou pas qualifiés. Donc, à partir du moment où vous recevez un candidat, vous pouvez lui faire passer ce test. Alors, ça permet de constater des difficultés éventuellement de compréhension, des réticences à se former ou des échecs lors de tests de sélection. Alors, cet outil il se compose de 3 étapes. La première porte sur la compréhension orale en langue française, la deuxième sur la compréhension écrite, la troisième sur les compétences clés en situation professionnelle, sur des questions numériques, sur les règles de sécurité, etc. Et puis alors, il y a une dernière étape qui est un temps d'échange lié à la restitution avec le salarié. Ensuite, bien sûr, en fonction des résultats, vous pouvez contacter des organismes de formation pour réaliser un bilan de positionnement et qui pourront vous proposer les formations adaptées à son profil. Alors pour cela, après, vous avez la possibilité de prendre contact avec votre conseiller ou moi-même. On reste à votre disposition pour toutes les questions d'illettrisme et bien sûr d'évaluation de vos salariés. Merci. Merci beaucoup, Muriel. Et donc, la dernière étape, hein, c'était, alors nous, on est toujours dans évaluer, pardon. On a également, effectivement, un outil d'évaluation qui est de plus en plus important, qui est PIX. Et là, je vais laisser la parole à Monsieur Chevaux pour OPCO2I, pour nous présenter effectivement en quoi PIX peut être utilisé par le monde des entreprises. Bonjour à tous, donc Régis Chauvigné, je suis responsable du pôle stratégie et action territoriale à OPCO2I, qui est l'opérateur de compétences de l'interindustrie et on couvre 29 branches. Je précise qu'on a une convention qui va bientôt être signée avec la NLCI. Et Madame Dezabé-Nouri, vous avez évoqué illettrisme et électronisme. Alors moi, je vais plutôt aller sur la notion d'électronisme. On a les métiers de l'industrie qui évoluent vitesse grand V avec le numérique. Alors, ce n'est pas une évolution qui date d'aujourd'hui, hein. Elle est présente déjà depuis un certain nombre d'années. Mais on sait tous, quels que soient les domaines, que ce phénomène s'accélère et donc automatiquement, il faut que les compétences des salariés sur le domaine du numérique soient, j'allais dire, adéquates en fonction des outils à utiliser. Alors, OPCO2I a
à un partenariat avec la plateforme Pix. Alors, ce n'est pas une plateforme, j'allais dire, spécifique au monde de l'entreprise, hein. Vous connaissez sûrement le sigle PIX, peut-être aussi avec, si vous avez des enfants autour de vous qui sont au collège, en fin de collège, il y a la certification PIX qui est faite, j'allais dire, pour les collégiens, mais on peut aussi l'adapter au monde de l'entreprise. Donc, c'est un service en ligne et donc accessible à tous les salariés de l'industrie. Les entreprises qui dépendent d'Opco2i ont la possibilité d'avoir ce programme clé en main avec des ouvertures de crédits. Alors, 50 crédits maximum par entreprise, mais un crédit étant équivalent à un collaborateur. Donc, ça laisse la possibilité pour des entreprises d'une certaine taille de travailler le sujet. Pix a une caractéristique, on parle souvent de l'intelligence artificielle générative, on peut avoir quelques doutes dessus, mais là, l'intelligence artificielle générative a un impact très positif sur l'outil parce que il permet, en fonction des réponses que la personne apporte, de niveler derrière les questions qui vont être posées, de manière à ce que la personne, s'il a du mal à répondre, j'allais dire, à 4 questions sur 5, ne va pas continuer à avoir, j'allais dire, des questions avec la même difficulté, mais automatiquement, Pix va diminuer le niveau de difficulté des questions, de manière à ce que les personnes qui utilisent Pix soit dans une démarche, j'allais dire, positive. On équipe les entreprises d'un outil qui s'appelle PixOrga, qui est tout simplement un outil par définition pour organiser les parcours de formation et les niveaux atteints par les salariés qui rencontrent des difficultés. Et puis, on a la possibilité, en tout cas, de proposer aux salariés de passer à l'issue la certification Pix et Cléa numérique. Je précise juste sur le plan financier que la mise en place de PixOrga et les crédits sont complètement financés par Opco2i dans le cadre du partenariat, pas les certifications qui là sont à la charge de l'entreprise. Vous aurez à l'issue, j'allais dire, les coordonnées, parce que l'entrée pour l'entreprise, ça va être votre conseiller formation qui suit votre entreprise. Et si vous ne le connaissez pas, ce qui est assez rare, mais en tout cas, vous aurez le moyen de nous adresser un mail et qu'on puisse vous mettre en relation avec la conseillère ou le conseiller si vous ne l'avez pas rencontré encore. Merci beaucoup. Et donc, dernière étape sur ben, voilà, quels sont les outils pour entrer dans l'action, le monde de la formation. Donc, avec une réponse à 2 voix. Je ne sais pas à qui je passe la parole en premier. Peut-être au QEP sur le certificat Cléa, avec Emmanuel. Désolée, j'ai un trou de mémoire, je ne vous retrouve pas votre Emmanuel nom. Millier, du coup, je vous ai Désolée. au micro. Donc, bonjour, je suis conseillère chez OPCO des entreprises, donc OPCO EP, OPCO des entreprises de proximité. Donc, je suis la conseillère qui accompagne l'ensemble des entreprises basées en Mayenne, donc un peu plus de 3000 entreprises sur le territoire. Du coup, certificat Cléa, c'est une réponse en fait à la formation. L'objectif de ce certificat, alors qu'est-ce que le certificat Cléa déjà? C'est l'ensemble des connaissances et des compétences que chaque collaborateur doit être en capacité de maîtriser pour occuper un emploi ou pour suivre une formation professionnelle. Donc, l'avantage pour les collaborateurs, c'est que ça permet, souvent ce sont des personnes qui n'ont pas eu d'autres certifications, qui n'ont pas d'autres diplômes ou autres, et ça leur permet de remettre en confiance ces collaborateurs-là. Et pour l'entreprise, alors, quand vous recrutez quelqu'un qui a déjà ce certificat, vous avez l'assurance que la personne a l'ensemble des compétences, on verra après le référentiel, mais l'ensemble des compétences pour pouvoir occuper un emploi. Et pour les personnes, mais c'est aussi du coup intéressant lorsque les salariés sont déjà en poste, parce que ça leur permet potentiellement de pouvoir de retrouver confiance et aussi de mieux anticiper les changements qu'il peut y avoir et de pouvoir suivre des formations s'il y a besoin de suivre des formations dans le cadre de l'évolution de leur poste au sein de l'entreprise. Donc, le certificat Cléa, comment est-ce que ça se décompose?
on rencontre un conseiller du coup qui va faire un point sur le parcours. Ensuite, il y a une évaluation qui est mise en place, qui reprend le référentiel et soit le candidat a déjà toutes les compétences et dans ces cas-là, il est directement adressé au jury pour pouvoir valider le certificat, ou alors il y a des étapes qui ne sont pas encore maîtrisées et dans ces cas-là, des compétences qui ne sont pas encore acquises complètement et dans ces cas-là, il y a des parcours de formation qui sont mis en place. L'objectif est que ce soit évidemment des parcours de formation qui soient complètement professionnels. Il n'est pas question, ce sont des personnes qui bien souvent ont des difficultés, ont des mauvais souvenirs de la période où ils étaient sur le banc de l'école et donc il n'est pas question de les remettre dans ce type de formation. L'objectif est vraiment que ce soit des formations en lien vers leur activité professionnelle. Et derrière, une fois que les compétences ont été renforcées sur celles où pouvait y avoir des manques, il y a pareil, représentation devant le jury pour pouvoir valider le certificat. Donc, le certificat CLEA, c'est 7 domaines de compétences, la base du coup de la communication en français, les règles de mathématiques, mais aussi, comme on a dit que c'était vraiment pour pouvoir occuper un poste dans un emploi, il y a aussi l'aptitude à savoir travailler en équipe, de savoir travailler en autonomie, la capacité à apprendre tout au long de la vie parce qu'il faut pouvoir justement pouvoir réintégrer des formations complémentaires professionnelles pour pouvoir s'adapter, adapter les compétences, mais aussi le respect des règles d'hygiène, et ça c'est très important, le respect des gestes et postures et aussi le respect des règles d'hygiène. Donc ça, c'est vraiment le CLEA classique, on va dire, le premier CLEA. Et ensuite, il y a une déclinaison numérique aujourd'hui du CLEA sur 4 compétences, pareil, pour pouvoir avoir les compétences aujourd'hui qui sont devenues indispensables, hein, comme on l'a eu tout à l'heure avec le témoignage. Il y a des compétences numériques qui sont aujourd'hui indispensables, même pour dans des métiers qu'on pouvait considérer comme plutôt avec des compétences manuelles requises. Aujourd'hui, le numérique est vraiment, le digital est vraiment entré dans beaucoup dans l'ensemble en fait des métiers de chaque entreprise. Donc voilà, donc le certificat, c'est vraiment, ça reprend en fait l'ensemble des compétences qui doivent être maîtrisées pour pouvoir occuper un poste ou pour pouvoir entrer en situation de formation professionnelle. Voilà. Merci Emmanuel. Je dirais, un des soucis pour organiser ce type de formation, c'est la taille des groupes. Et justement, aujourd'hui, Cécile Angot, pour le coup, va pouvoir nous apporter quelques éléments de réponse avec effectivement l'ouverture du dispositif Prépa Clé Avenir. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, Cécile Longo, pardon, de la région des Pays de la Loire. Juste, il était intéressant de vous rappeler qu'en complémentarité de l'ensemble des outils qui ont été présentés ici par les opérateurs de compétences, et dans le cadre de son nouveau programme de formation Prépa 2023-2026, la région Pays de la Loire soutient le dispositif Prépa Clé Avenir qui se destine plus précisément aux personnes en recherche d'emploi selon des critères établis et que c'est un dispositif qui permet de favoriser à l'échelon d'un territoire l'insertion des publics par la construction de parcours individualisés pour permettre l'accès à la formation qualifiante et à l'emploi, en sachant qu'évidemment, à l'issue de la formation, le stagiaire doit avoir atteint les prérequis nécessaires pour entrer soit en formation ou en emploi et aura acquis les savoir-être indispensables pour accéder au monde du travail. Ce dispositif, il se décline en 4 types de parcours. On n'en présente bien sûr qu'un ici. Il s'agit de Prépa Clé Avenir renforcée, qui est une formation de remobilisation et d'orientation pour un public plutôt éloigné de l'emploi, dont notamment des personnes en situation d'illettrisme relevant des niveaux 1 et 2 du cadre de référence de la NLCI. Sur le territoire mayennais, 4 organismes de formation titulaires du marché région formation déploient ce dispositif. Si je vous en parle, c'est que le cahier des charges du dispositif, il permet d'intégrer au sein de groupes de formation qui sont constitués de demandeurs d'emploi des salariés en proximité de leur lieu d'emploi et de domicile pour leur permettre d'améliorer leur savoir de base ou de compétences clés. Chaque parcours de formation est évidemment individualisé, construit sur mesure et adapté aux besoins des stagiaires. Il y a des tests de positionnement qui sont réalisés par les organismes de formation et l'acquisition des compétences est évaluée tout au long du parcours de formation avec une durée maximale de 450 heures. Je précise que la passation de certification telle qu'on l'a vu tout à l'heure, notamment CLEA et PIX, est tout à fait possible en fonction, bien évidemment, des attentes exprimées. Bien sûr, si ce dispositif est gratuit, entre guillemets, aux demandeurs d'emploi, concernant les salariés qui feraient partie de ces groupes, eh bien, c'est le plan de développement des compétences qui est mobilisé
En complément, si le salarié est d'accord, du compte personnel de formation. Et dans ce cas, cela ne peut se mettre en place que si le parcours de formation vise l'obtention d'une des certifications précitées. Merci Cécile. Il nous reste à vous remercier pour votre attention pour ce webinaire. N'hésitez pas, on va vous mettre une dernière slide pour aller plus loin, de vous rapprocher des personnes concernées qui pourront répondre à vos questions. On vous enverra bien entendu le support de ce webinaire et le replay, le lien au replay, puisque ce webinaire était enregistré.